What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais dit déjà, comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines, la fameuse vidéo sur le CPA-10, son matériel, son histoire. Allez, c'est parti. Le commando parachutiste de l'air numéro 10, ou CPA-10, est une unité de l'armée de l'air. Cette unité fait partie du COS, Commandement des opérations spéciales. Spécialiste des opérations de contre-terrorisme, libération d'otages, sabotage, renseignement, guidage de frappe, et j'en passe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme j'aime à le dire, on va faire un petit peu un retour en arrière et parler de l'histoire du CPA-10. Tout commence en 1935, l'armée soviétique effectue les premiers largages d'hommes et de matériel. Voyant l'intérêt de cette nouvelle stratégie, le gouvernement français envoie des officiers de l'armée étudier un petit peu cette technique, cette méthode. En 1939, la guerre éclate, on n'a pas spécialement eu l'occasion d'expérimenter cette stratégie militaire. Ce sont les Allemands qui ont ouvert le bal par les différents largages, parachutages pour la prise de forts, de villes, entre autres. Voilà, on n'est pas là pour parler de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt du CPA-10. Donc on passe. Il faudra attendre la guerre d'Algérie pour que la France développe sa stratégie de largage aéroporté. Stratégie qui permettra aux forces au sol d'être appuyées en amont par des forces fraîchement parachutées. L'ancêtre du CPA-10, c'est le 602e GIA, groupe d'intervention de l'air. Le CPA-10 est une unité d'intervention évoluant autour de 5 grands axes. Le premier et le plus connu, c'est le CTLO, contre-terrorisme et libération d'otages. Ensuite, il va y avoir la désignation et le guidage de frappes aériennes, la saisie et la remise en œuvre de zones aéroportuaires, la mise en place de zones de terrain pour les zones de largage, et la reconnaissance et la destruction d'objectifs en profondeur. Les opérateurs du CPA-10 vont effectuer lors de leur formation et de leur carrière en général différents stages. Notamment, le plus connu est le stage Beluga qui dure une quinzaine de semaines. Après ces stages, ils vont aussi bénéficier de formations, notamment des formations plus spéciales, tireurs d'élite, chuteurs opérationnels, transmission, premiers soins, etc. Le CPA-10 compte parmi les unités du COS le plus de chuteurs opérationnels, un petit peu comme le GIGN qui possède le plus de tireurs d'élite parmi les unités militaires en soi, car tous les opérateurs du GIGN sont des tireurs d'élite. Avant de commencer tout le listing du matériel utilisé, je vous invite à mettre sur pause durant la vidéo pour bien lire les différentes annotations. Je mets aussi en description de vidéo toutes les sources qui m'ont permis d'écrire cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence. Comment est définie l'utilisation du matériel au sein du CPA-10? C'est assez simple en soi. C'est la DGA qui va lancer un appel d'offres, un peu comme une entreprise qui fait un appel d'offres pour tel ou tel travail. Là, c'est pareil. La DGA va faire appel à différentes sociétés. Celles-ci vont proposer du matériel. Suite à ça, la DGA va faire le test, des crash tests, torture tests sur tel ou tel matériel. Ce matériel va passer dans différentes catégories, ergonomie, prix, efficacité, fiabilité. Ces différentes catégories ont des coefficients et comme au bac, toutes les notes sont additionnées pour donner une note finale et à la fin, il n'en reste plus qu'un. Il n'y a pas que la DGA qui propose du matériel, il y a le CEAM, Centre d'expertise aérienne et militaire. Le centre évalue et propose son rapport à l'état-major, toujours dans le souhait de répondre aux exigences et besoins des opérateurs. Ensuite, l'état-major le transmet à la DGA. Chaque corps d'armée a son centre d'experts. Pour l'armée de terre, c'est le STAT, et la marine, c'est l'ALFUSCO. Mais l'inverse peut se produire dans le cas où la DGA souhaite un avis pour un futur appel d'offres. Qu'est-ce que l'opérateur utilise à l'entraînement et en opération? Vous allez me dire que je botte en touche direct, mais comme beaucoup d'opérateurs spéciaux, ils vont utiliser du matériel aussi qui est propre à eux, c'est-à-dire de l'achat perso. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de toutes les poches parce que c'est pas possible. On va faire une synthèse. Voilà. On vous a fait une synthèse de tout le matériel utilisé. Voilà, le plus commun. On ne parlera pas des poches ou du matériel qui a été vu en 2017 sur un théâtre d'opération au Sahel par un pauvre gars. Non, on va plutôt parler d'un truc beaucoup plus global. Et aussi, on parlera essentiellement du CPA moderne. Je vais pas parler du CPA d'il y a 30 ans. C'est pas trop dans mon domaine je vais plutôt parler des opérateurs actuels, voilà, entre 2010 et aujourd'hui. Alors, on va commencer là sur l'équipement individuel, les protections, ensuite on enchaînera sur les armes et on terminera par les véhicules. Qu'est-ce que l'opérateur utilise en termes de vêtements?
Le premier vêtement qu'on a sélectionné, c'est le MFO. C'est un camo qui est assez particulier, c'est du multicam délavé, mais vraiment délavé. La matière est assez particulière pour en avoir eu entre les mains, c'est un peu granuleux, c'est un peu spécial. On va plus trop le voir aujourd'hui en opération, ça aide beaucoup à l'entraînement. Ensuite, on va avoir le fameux Crye Precision Gen 3 en multicam. Il n'est plus à présenter, c'est le set le plus vendu au monde, voilà. Tout le monde le connaît, mais c'est celui qui est utilisé en grande majorité par le CPA10. Mais aussi, on peut voir sur quelques photos des opérateurs utiliser des vêtements de chez Velocity System pour l'entraînement et aussi Claw Gear pour de l'instruction. J'en ai pas vu énormément, voire pas du tout, mais d'après mes sources, c'est bien utilisé. Aussi, je suppose qu'ils utilisent du matériel de chez Arc'teryx, notamment les jaquettes Alpha et compagnie. Je dis je suppose parce que j'en ai pas vu énormément, mais c'est généralement ce qu'utilisent les opérateurs d'autres forces spéciales françaises. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que le CPA10 dérogerait à cette règle. Le premier gilet dont on va parler, c'est le Air Grid de chez NFM. Gilet assez old school, on va plus trop le voir aujourd'hui, mais c'est un gilet qui a bien été présent et conçu spécialement pour le CPA10. NFM est spécialisé dans la fabrication, on va dire sur mesure, de matériel pour les forces spéciales, notamment comme la vidéo sur le GIGN, quand j'avais dit que certains opérateurs avaient des gilets NFM mode GIGN, parce qu'ils ont une coupe spéciale pour les opérations. Et là, c'est le même principe avec le CPA10. Autre gilet très utilisé par le CPA10, c'est le Thor de chez NFM. Gilet ultra rare, quasiment impossible à avoir parce que c'est du gilet de dotation et qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc très difficile, je peux même pas vous dire un prix. Mais voilà, si un jour vous en avez un, vous avez le Saint Graal. Mais passons sur un gilet beaucoup plus simple à avoir et que je conseille si vous avez envie de faire une inspiration CPA10, c'est le JPC 1.0 de chez Crye Precision. Vous le connaissez, je ne vais pas en parler. Il y a aussi le variant JPC 2.0 et le JPC 2.0 Swim Market qui sont aussi utilisés. Plus rare mais présent sur certains opérateurs, c'est le Spitfire de chez Direct Action, le Pico de chez Tir Tactical. Gilet très anecdotique, mais on pouvait en parler. N'oublions pas le fameux gilet TacTech de chez 5.11, utilisé par quelques-uns des opérateurs du CPA10. Les poches. Bon alors là, c'est un peu le flou. Je vous dis pourquoi, parce que les opérateurs utilisent n'importe quel type de poche. Je vous ai fait une petite liste, BFG, S-Tac, HSGI, on va avoir du Blackhawk, on va avoir du Eagle Industries, on va avoir de tout, donc je peux pas vous faire une liste exhaustive de tous les modèles, de toutes les marques, il faudra compter sur vos propres recherches pour essayer de distinguer telle ou telle poche. Mais en soi, la seule poche qui est utilisée, c'est les poches de chez NFM mode Air. Toute bonne force spéciale a son type de poche voilà, prédéfini. Comme je l'avais dit, le GIGN, c'est des poches mode GIGN. Donc bon, voilà, très difficile à avoir. Bon courage si vous souhaitez vous monter une tenue CPA10. Pour les ceintures, deux modèles qu'on va retrouver de façon récurrente, c'est celle de chez Tapir Équipement, fabrication Made in France, et celle de chez Dymatex, modèle de ceinture qu'on va retrouver beaucoup sur les opérateurs lors de sauts en parachute, d'élitroyage et j'en passe. Elle peut être portée en tant que simple ceinture, mais vous pouvez rajouter un accessoire pour la transformer en baudrier. Concernant les sacs, figurez-vous que j'en ai pas vu énormément. Les seuls qu'on a pu identifier, c'est le Tasmania Tiger et le WAS, le Warrior Assault System. Ces deux sacs sont souvent utilisés avec des poches additionnelles pour augmenter l'emport. L'un, voilà, c'est pour du petit matériel et l'autre, c'est pour du matériel médical. Niveau chaussures, gants et haute protection, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Alors, niveau chaussures, ils vont utiliser les Lowa Zephyr GTX Mid, on peut dire milieu, parce que vous avez les high qui tiennent plus haut que la cheville, et des Salomon Quest 4D. Et niveau gants, toute la gamme de chez Mechanix. Pour la protection de visage, ils vont utiliser des cagoules de chez NFM. Commençons par le haut du corps. L'opérateur, qu'est-ce qu'il porte? Notamment un casque balistique XP, casque très classique, je dirais même standard, voire vieillissant. Mais il y a bien sûr des équipements qui vont être rajoutés à ce casque. Je vous ai fait une petite liste du matériel qu'on va retrouver sur un casque. Casque de communication Peltor Comtac XPI, contrepoids Obscore,
L4G24 de chez Wilcox, L-Star 6 de chez Core Survival. C'est la configuration de casque classique. Mais on peut retrouver quelques variants comme par exemple l'utilisation de Mandibule Obscore, lampe IR Guardian, Charge Pro Princeton Tech, MSA TC801 et 802, Streamlight Sidewinter et Surefire HL1. Ces casques peuvent accueillir des visions nocturnes. Alors, les opérateurs vont avoir un choix de vision nocturne assez large. Pendant très longtemps, ils ont utilisé des PVS 15 appelés sous le nom de Litton M953. Récemment, on a pu voir des opérateurs, des shooters opérationnels avoir des GPN 18. Mais la plupart des opérateurs vont avoir des Bonnie de chez Thales avec des tubes Photonis. Ce sont des binoculaires. Voilà, c'est du matériel qui ressemble beaucoup à de la PVS 31. Pour la petite info, Thales et Photonis sont des leaders dans leur domaine. Ils développent actuellement des tubes un peu plus petits pour pouvoir permettre l'ajout de systèmes, des oculaires permettant d'avoir un champ de vision supérieur à 90 degrés. Certaines Bonnie sont équipées de clips thermiques, soit peuvent être ajoutés devant le tube ou directement intégrés au système. Je vous laisse imaginer un petit peu les possibilités de ce genre de matériel. Je vous mets les photos, vous allez comprendre. Petite parenthèse, voici l'évolution du matériel créé par Photonis et par Thales entre la première Lucie et les dernières binoculaires que l'armée française possède. Thales développe aussi des technologies de communication non verbale, notamment une technologie permettant aux opérateurs ainsi qu'au commandement de recevoir des ordres, non pas avec des mots, mais avec des signes. Vous imaginez le silence lors d'opérations, c'est un truc digne de science-fiction. Et couplé à ça, imaginons encore plus loin dans notre imagination, si vous avez des NVG avec un angle de vue très très large, vous pouvez mettre des informations en temps réel directement visibles par l'opérateur. Bon, là on est dans un truc un peu de science-fiction, mais on s'y rapproche de jour en jour. On n'en est pas là. Les opérateurs de communication du CPA-10 vont être munis du matériel un petit peu moins high-tech, enfin, façon de parler, que ce dont je viens de citer. Ils vont avoir du matériel de téléguidage laser, mais aussi de communication, comme par exemple les GIM LP, les Soflam, les radios Tech Rover et les ordinateurs Talkbook. Les opérateurs du CPA-10 sont équipés individuellement de radios Motorola XTS 2500 et PRC 152 de chez L3 Harris. Avec ceci, ils vont avoir le PTT Invisio, alors le kit Invisio V50 et V10. On va retrouver chez Garmin 3 modèles de GPS, la montre Fenix F6, le Garmin 401 et le Garmin 601. Dernier outil de travail pour le CPA-10, c'est le fameux bouclier de contre-terrorisme et libération d'otages, Targa. Cette gamme de boucliers varie entre 7 et 32 kg. Nous en avons terminé avec l'équipement individuel, passons maintenant à l'armement. Le Glock 17 Gen 4 est l'arme utilisée au sein du CPA-10. On peut le voir couplé avec une lampe Glock GTL 51, mais souvent les opérateurs l'utilisent nu. Le Glock 17 Gen 4 va être remplacé par le PSA Glock 17 Gen 5. Je vous mets l'article concernant ce remplacement en description de vidéo. Deux versions s'offrent à l'opérateur, entre guillemets, la version standard et la version dite MOS, pouvant accueillir un RMR et un réducteur de son Impulse 2 Révision. Ces armes sont souvent utilisées avec des holsters G-Code, Black Hawk ou encore Terra. En armes légères, en fusil d'assaut, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le HK416 A2 en 11,5 et 14,5 pouces pour les versions plus anciennes et récemment utilisé le HK416 A5 en 11 pouces. Ces armes sont équipées d'équipements très lambda, il n'y a rien de bien exceptionnel. En termes d'optique, on va avoir des EOTech 552, quelques micro T1 ainsi que des micro T2 de chez Aimpoint. Et là, plus récemment, on va voir l'apparition de points rouges de chez Holosun. Pour les magnifieurs, ça va être le G33 de chez EOTech et le 3X Mag de chez Aimpoint. Comme désignateur laser, on va voir essentiellement du Debal A3, PEC 15 et PEC 16. Pour les lampes, ça va être des lampes Inforce et Surefire. Fabriquée par FNR-Stahl, la Minimi MK3 est aussi utilisée par le CPA-10, chambrée en 5,56 ou en 7,62. Elle est souvent équipée d'un Elcan Spectre DR.
Un petit nouveau qui fait son entrée, c'est le Six Hour MCX en 300 Blackout. Je sais de source sûre, par contre je ne sais pas de quoi il va être équipé. On va retrouver deux modèles de fusil à pompe, le Benelli M4 et le Remington 870 en calibre 12. Ces armes sont utilisées lors des prises d'otages, notamment pour le dégondage de portes. Pour les tireurs haute précision, on va retrouver les fameux fusils de chez PGM, le E4-2 et l'Ultima Ratio. Fusil qu'on ne présente plus, de par ses performances, de par son histoire, fusil made in France, un chef-d'œuvre. Adjudant-chef Foun, chef d'équipe tireur d'élite longue distance et tireur haute précision au 10. La cellule THP du 10, elle existe depuis 1 an et demi. Les missions de la cellule tireur haute précision, au niveau du 10, on peut trouver l'appui au niveau d'un groupe, on peut trouver la couverture, tout ce qui est tir police, ensuite tout ce qui est tir longue distance, de l'attrition. Un fusil que je ne connaissais pas avant l'écriture de cette vidéo, c'est le Sako TRG 42-1, qui ressemble, à s'y méprendre, au fusil de précision de chez Knight Armament, utilisé par les Marines. Le fusil de précision que tout le monde connaît, c'est le Barrett M107A1, le fameux fusil antimatière. Pour remplacer le FRF2, la DGA a fait un appel d'offres et c'est un collectif d'industriels qui a proposé le nouveau, on va dire nouveau SCAR, un nouveau fusil de précision, et c'est le FPSA qui a remporté la mise. Je vous laisse l'article en description de vidéo. Arme prépondérante au sein de l'armée française, le HK417, muni d'une lunette Schmettenbender, d'un récupérateur d'étui HK. Cette arme peut être utilisée en appui-feu tireur embarqué, AFTE, comme les autres armes citées précédemment. Les armes de destruction, toute bonne unité spéciale se doit d'avoir un lance-roquette. Concernant le CPA-10, c'est l'AT4CS de chez Saab. Saab, ça vous dit peut-être quelque chose? Moi, ça m'a fait tilt. Quand j'ai vu le logo, je me suis fait... Mais je connais ce marque. Et ben ouais, ils font des voitures, mais à côté aussi, ils font quelques lance-roquettes. Donc Saab produit des lance-roquettes. J'allais oublier le fameux lance-grenade MGL sud-africain, Siku. Ah, pareil qu'on ne présente plus. Ce n'est pas fini avec HK, avec l'utilisation de lance-grenades AG416 et les HK269F, tirant des projectiles de 40 mm. Le CPA-10 et les opérateurs sont aussi parachutés avec leur matériel, parachutés ou sont déployés avec leurs véhicules. Et ces véhicules sont équipés de plusieurs types d'armes. Vous en doutez, ce sont des armes d'assez gros calibre pour pouvoir répondre facilement à l'ennemi et pour faire face à bon nombre de situations. Ces armes sont généralement de calibre 7,62. Concernant les véhicules, c'est comme pour les armes, la DGA fait un appel d'offres, il passe sur le banc des tests, c'est accepté ou non. Les grands gagnants du dernier appel d'offres, ce sont Polaris avec le quad FS et le véhicule VPS-2, qui est un véhicule tout-terrain. Les caractéristiques sont assez énormes et je vous laisse admirer les photos et les vidéos. Les quads sont arrivés au CPA-10 il y a environ 6 mois. Et là, en fin de compte, on va développer un concept d'emploi. C'est commencer à travailler avec, voir ce qu'on peut faire avec le quad. Et le but pour nous, ça va être de les projeter en mission. Comme beaucoup d'unités spéciales, le CPA-10 crée leur propre matériel, notamment les drones. Ils utilisent bon nombre de drones, mais le drone, eux, qu'ils ont conçu, c'est le Corvus. Un drone facilement assemblable et réparable qui retransmet instantanément à l'opérateur les images que le drone, la caméra, perçoit. En plus de ça, ils ont développé un système de respiration pour leurs chiens, pour les sauts en haute altitude. Et voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le CPA-10 et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans citer les soldats qui sont tombés au sein du CPA-10, notamment Alexis Garato et Thomas Dupuis, soldats du CPA-10, ainsi que tous leurs camarades blessés au combat. Pensez
à tous les soldats français qui sont morts ou blessés pour la France. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à écrire cette vidéo, notamment à Christopher, qui est rédacteur CPA10 au Japon et qui fait vivre les valeurs de la France là-bas. Merci à tous ceux qui m'ont aidé aussi, je ne peux pas citer leur nom ou leur prénom pour préserver leur anonymat. Merci à eux parce que sans vous, en fait, il n'y aurait pas eu de vidéo. Donc merci encore infiniment. Alors, cette vidéo a demandé beaucoup de travail de recherche et sans ces gens qui sont invisibles, qui sont dans l'ombre, je ne pourrais pas produire ce genre de petites vidéos, voilà, que j'adore produire. Ce type de vidéo est passionnant, j'adore en faire. C'est vraiment formidable pour moi d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des petites anecdotes et de pouvoir vraiment vous montrer, vous proposer et vous transmettre ce savoir-là qui est très difficile à avoir, mais bon, on fait le travail pour vous et moi je vous le donne. Partagez ces infos à d'autres et comme ça, voilà, on pourra tous se nourrir les uns des autres et c'est le but de ce genre de format, c'est de vous faire partager et de faire ensuite partager à d'autres ce qu'on trouve. Et je pense que c'est ça la base du partage de l'airsoft et de différentes valeurs. Pour en parler pendant des heures. Merci à vous, merci à tout le monde, je vous remercie 1000 fois et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.